Je suis vraiment à l'entrée du hall 7 où se situe la scène Agora et c'est très amusant d'être ici. D'ailleurs, il y a encore quelques instants, il y avait des valises autour de moi. C'est un lieu de passage. Derrière moi, il y a quelqu'un de la sécurité qui fait rentrer les personnes et regarde leur QR code dans leur téléphone, dans leur billet. À côté de moi également un présomptoire avec les guides de visite pour le CEFIA, cette deuxième journée. Il y a plein de monde dans le hall, donc c'est très chouette. Vous êtes derrière la caméra, vous découvrez le CEFIA. Vous pouvez encore venir demain, c'est la 3e journée demain. Mais pour l'heure, nous sommes ici et la conférence de Philippe Chalmin, qui nous sommes vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui. Philippe, qui est économiste émérite, professeur à l'Université Paris-Dauphine, fondateur et directeur de rapport de la société Cyclope, spécialiste dans l'analyse des marchés mondiaux, ancien président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Philippe nous propose une conférence sur l'état et les perspectives des marchés mondiaux et de matières agricoles et non agricoles. Et c'est tout de suite sur la scène de l'Agora. Bien, bonjour à tous, et c'est effectivement un plaisir pour moi d'abord que de succéder au président de l'ANIA, mon ami Loiseau, et puis d'échanger avec vous sur l'état des marchés mondiaux, sachant qu'il ne nous a pas échappé que nous sommes dans une conjoncture quand même assez mouvante, avec les déclarations chaque jour différentes, imprévisibles du locataire de la Maison-Blanche. Cyclope, pour vous situer, vous voyez le sigle là-haut, c'est un rapport sur les marchés mondiaux de pratiquement toutes les matières premières et les commodités. Nous allons de l'ananas au zirconium. J'ai le plaisir d'avoir un des rédacteurs de Cyclope dans la salle, car il y a même des Bretons là-dedans. Nous sommes très ouverts, comme vous le voyez. Jean-Paul Cimier, qui est le rédacteur de toute la partie sur les viandes, dont je me garderai bien de parler aujourd'hui, puisque je vais plutôt me concentrer sur agriculture et énergie, puis parler quand même un petit peu de la conjoncture à la fois économique et géopolitique. Cyclope, c'est un rapport annuel que nous publions tous les ans, donc qui va paraître au mois de mai. Ça fait 800 pages, ça couvre vraiment tout ce qui bouge sur la surface de la planète. Et notre grande angoisse aujourd'hui, c'est tout simplement que nous devons rendre le bon à tirer de Cyclope à la fin du mois de mars. Et il faut que nous soyons capables d'écrire des textes qui tiennent la route pendant 6 mois. Ce qui, vous en conviendrez, cette année est un défi à la logique trumpienne. Donc, d'abord, essayons un peu de faire le point de la situation, et je ne peux pas résister à commencer par vous montrer ce graphe. Je ne sais pas s'il y a des chocolatiers parmi vous, mais le cacao est le produit dont l'augmentation des prix en moyenne en 2024 a été la plus forte. Jamais le prix du cacao n'avait été aussi élevé. Vous voyez, alors là, on est en... Les cotations internationales sont parfois un peu complexes. On mélange les livres, les boisseaux, les tonnes courtes ou métriques. Là, on est en cents de dollars la livre. Vous voyez qu'on a tutoyé la barre des 5 cents la livre, ce qui ne s'était jamais vu, puisque dans la fin de la décennie précédente, le cacao vaillait grossièrement $1 la livre à peu près. Alors, il n'y a pas, bien entendu, je reviendrai là-dessus, bien entendu. Il n'y a pas que le cacao. Pour ceux d'entre vous qui, malgré les difficultés du jour, ont quelques économies, ils auraient pu placer leur argent en or. Mais l'or est aussi un de ces produits qui a défrayé la chronique. Nous attendons le moment où il va atteindre la barre un peu mythique des $3000 l'once. Alors, c'est pas très sympathique, hein. L'or
de grâce, n'en achetez pas, ça ne sert à rien. C'est le placement le plus idiot qui soit, puisqu'il stérilise l'économie. L'or ne rapporte rien. Warren Buffett, qui est probablement le plus grand investisseur de la planète, disait qu'il était totalement ridicule de dépenser autant pour aller très profond sous la terre pour en extraire de l'or qu'ensuite on allait enterrer dans les coffres des banques. Mais l'or, c'est aussi un indicateur de la peur, des tensions. Et malheureusement, quand le prix de l'or monte, c'est que le malheur des hommes augmente. Enfin, et je terminerai juste cette petite présentation. J'imagine que tous, vous avez pris ce matin votre café. Eh bien, jamais vous n'avez payé votre café, enfin, au stade de la production, jamais vous ne l'avez payé aussi cher. Et j'en discutais avec notre amie présentatrice brésilienne. Le Brésil peut être heureux. Il est, ne l'oubliez pas, et de loin, le premier producteur mondial de café, avec quelque chose comme 40% de la production mondiale. Eh bien, le café, vous le voyez, a atteint un niveau... alors moi, je l'avais connu presque aussi cher en 1977, au lendemain des grandes gelées qui avaient détruit pratiquement 2/3 du parc de caféiers brésiliens en 1976. Depuis, vous voyez, là aussi, le prix du café se baladait 100, 120 cents la livre. Nous sommes aujourd'hui au-dessus de 3 cents la livre, que ce soit d'ailleurs, ça c'est un panier de café, que ce soit pour l'Arabica, mais aussi pour le Robusta. Enfin, si vous voulez avoir une vision plus générale, alors c'est illisible, j'en conviens, mais voyez à peu près la tête que ça a, c'est le bilan que nous faisons chaque année de l'évolution des prix d'une année sur l'autre. Alors là, ce ne sont pas les extrêmes, c'est la moyenne 2024 par rapport à la moyenne 2023. Alors vous voyez que en haut, vous ne pouvez pas le lire, vous avez le cacao, mais vous allez trouver aussi un certain nombre de produits alimentaires qui vous intéressent. Le beurre, l'huile de palme, etc. Et par contre, alors je suis un peu devant, mais vous avez un certain nombre de produits qui se sont inscrits en baisse. Le plus important peut-être, et tous ceux d'entre vous qui sont venus en vélo, en trottinette ou en voiture électrique, eh ben, il y a des batteries et des batteries au lithium. Effondrement du prix du lithium de 70%. Éventuellement, on pourra en parler, même si ce n'est pas totalement le sujet. Vous voyez que c'est à peu près équilibré et nous calculons tous les jours un indicateur qui est un panier des principales matières premières de la planète. Ben, vous voyez que l'année dernière, ça s'est à peu près équilibré, puisque notre indicateur Cyclope, il est à moins 1% en 24 par rapport à 2023. Alors, il est clair, et dans un premier temps, on va faire un peu le bilan de ce qui s'est passé. Il est clair que nous sommes dans un environnement économique et géopolitique qui est quand même particulièrement tendu. Géopolitique, bah, c'est quand même assez simple de vous rappeler les tensions que l'on peut avoir autour de l'Ukraine, celles que l'on a autour de Gaza, celles et plus largement autour du Proche-Orient, en incluant bien entendu l'INRAN. Rajouter aussi toutes les tensions dans la bordure sahélienne et la pire des guerres civiles. Or, elle ne compte pas tellement sur les marchés. Vous savez, les peuples pauvres, quand ça meurt, ça ne fait pas tellement de bruit. Et pourtant, la pire des guerres aujourd'hui, c'est celle qui ensanglante le Soudan. Au-delà de ces guerres, ce qui est peut-être important, et très important même pour les marchés mondiaux, bah, c'est bien entendu la fin de la mondialisation heureuse. On avait tous rêvé au début du XXIe siècle que nous tenions grossièrement la martingale du bonheur économique à peu près parfait. Certains philosophes parlaient même, en reprenant les vieilles thèses hegéliennes, de la fin de l'histoire. Eh bien, il n'en est rien. Au contraire, rarement le monde aura été aussi fracturé. Alors, il y a une fracture un peu évidente qui est les pays du G7, le monde occidental grossièrement, versus les BRICS. Et vous savez que les BRICS sont
largement se sont élargis. La dernière conférence qui a réuni l'ensemble des BRICS réunissait entre les membres, les potentiellement membres, les amis et autres, près d'une trentaine de pays. Aujourd'hui, nous voyons le monde se fracturer. Alors, la fracture est moins nette qu'au temps de la guerre froide. Il y a presque, là aussi, des pays tiers, de l'Inde à la Turquie, etc. Mais il est clair que rarement la circulation des hommes, certes, mais aussi des marchandises aura été aussi difficile. Enfin, dans cet environnement, j'en parlerai peut-être un tout petit peu plus tard, eh bien, il y a un élément qui bouleverse tout. C'est bien entendu ce qui s'est passé le 5 novembre et ce que nous voyons se défiler en live et en actualité instantanée depuis le 20 janvier, c'est-à-dire l'arrivée de Donald Trump et un changement auquel on aurait dû s'attendre, mais qui est quand même encore plus important que ce que l'on pouvait imaginer. Trump 2 n'est pas Trump 1, et je dirais même que Trump 2, c'est Trump 1, mais à une puissance que nul ne vraiment pouvait imaginer. Alors là, j'y reviendrai. Dans un premier temps, je vais faire un peu un bilan, mais j'y reviendrai lorsque je vais essayer de me lancer dans un exercice de prospective et même de prévision. Alors, revenons quand même à la situation économique mondiale. Car au fond, ne l'oubliez pas, les marchés, à un moment donné, c'est la formation du prix, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. L'offre, on le sait, elle est liée à nombre de problèmes qui peuvent se présenter, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient géopolitiques, et on y reviendra un petit peu plus dans le détail. La demande, c'est quand même, à la fin du jour, la croissance économique, la dynamique, finalement, de l'économie mondiale. De ce point de vue-là, l'économie mondiale, grossièrement, elle tourne aux alentours de 3% par an, à peu près. Alors, vous voyez, sur ce graphique, vous avez là à peu près l'essentiel de l'économie mondiale. C'est pas mal d'ailleurs de revenir un peu dans l'histoire. Vous voyez qu'on avait connu une période assez extraordinaire qui donnait raison à notre optimisme. C'était la période du début du siècle, où l'économie mondiale roulait aux alentours de 5%. Et la crise de 2008, au fond, elle n'a été qu'un petit accident, vite oublié. Et puis ensuite, vous voyez que peu à peu, la chose s'est infléchie. On a l'accident du Covid, la reprise tout à fait normale, mais peut-être un peu exagérée, de 2022. Et depuis, l'économie mondiale tourne aux alentours de 3%. Alors 3%, c'est quand même moins que la croissance démographique mondiale. Un certain nombre de pays, je vous le rappelle, sont en perte de population, et la France est borderline de ce point de vue-là. Et donc ça veut dire que le PIB per capita à l'échelle mondiale, qui est une mesure qui n'a pas grand sens, mais qui quand même permet de fixer quelques idées, celui-ci continue à augmenter un peu. Maintenant, ce qui est clair, c'est que, notamment parmi les grands pays qui comptent, ceux qui tirent l'économie mondiale, on a d'extraordinaires divergences. Grossièrement, si on regarde d'abord les pays avancés, les pays du G7, eh bien, on a un moteur qui tourne à fond, qui sont les États-Unis. Les États-Unis font véritablement la course en tête. Et c'est là où d'ailleurs Trump a énormément de chance. Dans la vie politique, il faut avoir de la chance. Il arrive et Biden, finalement, a réussi. Biden, il a réussi alors qu'il a eu à gérer le Covid. C'est Biden qui a subi de plein fouet le Covid. Et finalement,
Biden est battu, alors pour des tas de raisons, mais notamment par le ressenti des Américains, de la hausse des prix, de l'inflation, de la dureté qu'il y a à vivre, etc. Alors que l'économie américaine tourne actuellement aux alentours grossièrement de 2,8% par an, ce qui pour un pays avancé est très fort, avec un taux de chômage qui est de l'ordre de 4%. L'un des grands problèmes d'ailleurs de l'agriculture américaine aujourd'hui, c'est la politique de Trump sur l'immigration et la plupart des farmers disant « Attendez, si vous supprimez l'immigration illégale, nous n'avons plus de bras pour faire tourner l'immigration, l'agriculture américaine. » Donc, Trump a beaucoup de chance d'avoir une économie, enfin, il hérite d'une économie qui tourne admirablement bien. Maintenant, il est clair que l'ensemble des mesures qu'il a annoncées, alors qui se concrétiseront ou qui ne se concrétiseront pas, c'est tout l'aléa trumpien, ben ces mesures quand même commencent à inquiéter. Vous avez vu d'ailleurs que hier, le S&P 500, l'indicateur de la bourse américaine, est repassé en dessous du niveau qui était le sien au moment de l'élection de Trump. Ça veut dire que le côté optimiste de la bourse américaine, boosté par l'idée que Trump allait relancer tout le libéralisme américain, celle-ci se trouve aujourd'hui remise en cause par très probablement la montée de l'inflation. Les dernières mesures qu'il vient de prendre, par exemple, depuis hier, les produits exportés par le Canada et le Mexique sont taxés à 25%. Ce que l'on ne sait pas, c'est que le principal fournisseur de pétrole des États-Unis, les États-Unis sont un peu exportateurs de pétrole, ils le sont surtout de gaz, mais ils sont à la fois exportateurs de pétrole, mais ils sont importateurs de pétrole, notamment des pétroles lourds dont ils ont besoin dans leur raffinerie et qui viennent du Canada. La conséquence de l'imposition de 25% de droits de douane, c'est une augmentation du prix de l'essence à la pompe pour les Américains. Alors même si ça vous ferait sourire, parce qu'on est à des niveaux de prix qui sont à peu près la moitié de ce que vous avez payé, en particulier sur les autoroutes, même bretons, eh bien, il n'en reste pas moins que cela va jouer sur le moral. Mais pour l'instant, l'économie américaine reste quand même avec tous les guillemets nécessaires. L'économie américaine reste à un niveau de dynamisme qui n'a aucun équivalent parmi les autres pays du G7, puisque le Japon, lui, il est borderline de la croissance zéro, mais à la limite, dans le cas du Japon, ça devient presque secondaire, et surtout, nous, l'Europe, l'Union européenne, eh bien, nous sommes dans une situation, vous voyez la croissance de la zone euro, alors les échelles ne sont pas exactement les mêmes, ça a à peu près la même, ça vous donne la même impression, mais en réalité, au moment où je vous parle, on est probablement limite récession. Hein. Les économistes parlent de récession quand on a 2 trimestres de suite en négatif. On a été négatif au 4e trimestre. Le serons-nous au 1er trimestre 2025 c'est assez difficile à dire. L'Europe est littéralement... Alors en Europe, vous avez l'éventail est assez large. L'économie la plus dynamique de l'Europe, c'est l'Espagne. L'Espagne qui fait 2,5% de croissance. Par contre, l'Allemagne, pour la 2e année 2023-2024, l'Allemagne a été en négatif. Et il y a quand même, alors je ne sais pas ce que le chancelier Merz va sortir de sa boîte, et il est clair, vous avez peut-être vu que hier, ils sont tombés d'accord pour faire tomber les règles qui limitaient l'endettement possible de l'Allemagne. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir de la relance dans l'air, mais pour l'instant, la plupart des instituts de conjoncture allemands tablent sur une croissance zéro encore en 2025. Et regardez ce graphique qui est assez intéressant puisqu'il montre le moral
des entrepreneurs allemands. C'est l'indicateur IFO sur le climat des affaires. Ben, vous voyez que le moral des entrepreneurs allemands, il est tombé à peu près aussi bas, enfin il n'a jamais été aussi bas. Sauf les deux crises, mais qui étaient des crises externes, 2008 et le Covid. Là, on est, alors pour ceux d'entre vous qui sont un peu germanistes, un sentiment d'Ungemütlichkeit. Ungemütlichkeit, ça veut dire qu'on est, ça va pas, quoi. Ce qui est bien en Allemagne, c'est quand tout est gemütlich, que l'on s'aime bien, etc. C'est manifestement pas le cas. Et l'économie allemande plombe littéralement, et c'est de la remise en cause. Trump n'avait pas totalement tort. L'économie allemande, elle s'est dopée avec du gaz russe pas cher. Et aujourd'hui, elle en paie, du point de vue industriel, très largement les conséquences. Bon, dans l'agroalimentaire, je ne me prononcerai pas. Donc, États-Unis, ça va. Europe, ça va pas. Japon, on oublie. Du côté des pays émergents. Alors, du côté des pays émergents, il y a un pays qui joue un rôle fondamental. Parce que c'est lui qui est la clé, pratiquement, de tous les marchés de matières premières, puisque c'est le premier importateur mondial de pratiquement tout, c'est bien entendu la Chine. Alors, vous voyez, la croissance chinoise. N'oubliez pas quand même ce qu'a été... Alors, l'échelle est un peu écrasée. Je rappelle simplement que, grossièrement, entre la mort de Mao et presque, pourrait-on dire, le Covid... L'économie chinoise, elle a roulé en moyenne à 10% de croissance. Ce qui ne s'était jamais passé dans l'histoire des hommes. Jamais un continent, 1,4 milliard d'êtres humains, n'avait connu pareil, 1,4 milliard, j'exagère probablement un peu, puisqu'ils sont en récession démographique, mais jamais un continent n'avait connu pareille croissance aussi longtemps. Aujourd'hui, on peut parler d'un atterrissage en douceur, et malheureusement, les économistes savent que dans les atterrissages, il y a rarement de la douceur. Alors, on ne va pas parler de crash, car ils ont les moyens de l'éviter. Hier, se réunit actuellement l'Assemblée nationale populaire chinoise, 3000 membres, etc. Et puis vous avez un discours fleuve de 3 ou 4 heures du Premier ministre qui présente le programme à venir. Donc Li Qiang, le Premier ministre chinois, vient d'annoncer que l'objectif de croissance de la Chine pour 2025 était de 5%. Tout ceci est à prendre avec des pincettes. Je vais vous montrer tout à l'heure les prévisions de Cyclope, sachant qu'on peut toujours manipuler les chiffres. La réalité, c'est que la Chine, probablement, tourne plutôt dans la zone des 4% de croissance. Alors vous me direz, c'est très très bien. Mais c'est différent. La Chine reste quand même un pays émergent avec des problèmes sociaux non négligeables. Et j'aurais presque tendance à dire que 4% de croissance en Chine, c'est à peu près l'équivalent de la croissance zéro dans l'Union européenne. En France, on a suffisamment de filets de sécurité pour ne pas vivre malheureux avec croissance zéro. Le Japon, entre nous, pays vieillissant, qui peut être un modèle pour nous. Ça fait 30 ans qu'il se balade à la croissance zéro et la société japonaise ne fonctionne pas mal. En Chine, la chose est différente et il est clair que si la Chine reste longtemps dans les zones où elle se trouve, cela risque quand même d'être inquiétant. Alors avec d'énormes différences entre le recul d'une partie de l'économie chinoise et par contre les investissements majeurs dans un certain nombre de secteurs, des panneaux solaires aux batteries, en passant par les éoliennes, sur lesquels ils détiennent aujourd'hui une place tout à fait essentielle. Dernier point dans cette panorama un petit peu macro, vous rappelez une chose importante, notamment pour nous Européens, c'est que ce renforcement de l'économie américaine, même avec les errements trumpiens, ben, il s'est traduit par une chose, qui est que le dollar reste fort. Et le dollar fort, c'est un avantage, certes, pour nos exportations, mais par contre, c'est un inconvénient
pour nos importations. Il ne m'étonnerait pas cette année que nous pourrions nous retrouver à un moment ou à un autre, peut-être fugace d'ailleurs, que nous pourrions nous retrouver aux alentours de la parité de l'euro et du dollar. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Et donc, avant de parler de prévision, faisons un peu passons en revue quelques-uns des marchés qui peuvent, je l'imagine, vous intéresser. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'au-delà des considérations générales, chaque marché a sa propre histoire liée à des relations offre-demande. Alors, commençons par le blé. Là, vous voyez l'évolution des prix du blé. Ce que vous voyez, alors, c'est ramené en euros la tonne. C'est quand même plus simple pour nous. Mais vous avez à la fois en bleu le prix du marché, grossièrement le prix du matif. Et en rouge, c'est ce qu'on pourrait appeler le cours mondial, c'est-à-dire Chicago, converti de dollars le boisseau en euros la tonne. Je vous signale d'ailleurs que maintenant, la cotation de Paris, Euronext, le Matif, c'est l'un des éléments majeurs de la formation du prix au niveau mondial. C'est-à-dire que pratiquement tout le blé exporté par la Russie et l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, quand il doit être arbitré, il est plutôt arbitré à Paris qu'à Chicago. Alors, ce que vous voyez, évidemment, les prix sont retombés. Nous avons connu le moment de folie de 2022. C'était logique. Dans les premiers jours après 2022, après l'invasion russe, on pouvait craindre que la mer Noire totale allait être bloquée. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que le premier exportateur mondial de blé, c'est pas l'Ukraine, c'est la Russie. Quand on dit, et nombre de journalistes, il y en a peut-être ici, qui disent « Ah oui, mais l'Ukraine, la terre à blé, etc. » Que dalle. L'Ukraine a un niveau d'exportation de blé, en temps normal, à peu près équivalent à celui de la France. Par contre, l'Ukraine est une terre à maïs. Et c'est sur le maïs, finalement, qu'on pesait peut-être les contraintes les plus importantes. Par contre... c'est la Russie qui est, et de loin, le premier exportateur mondial de blé. Donc, quand on avait cru que la mer Noire allait être bloquée, eh bien, les prix ont flambé. Vous vous souvenez, on a dépassé, le président Loiseau n'est plus là, mais il doit se souvenir avec émotion de ces moments où on était à plus de 400 € la tonne, etc. Aujourd'hui, on est retombé. Vous voyez qu'on est un petit peu au-dessus de 200 € la tonne. Sur le Rouen, on doit être aujourd'hui aux alentours de 220 € la tonne, ce qui fait que si j'enlève 20 ou 25 € de frais d'approche, en Borchamp, on est aujourd'hui en dessous de 200 € la tonne. Alors, c'est un sale coup pour la ferme France, puisque nous avons été touchés, et la France est d'ailleurs un des seuls cas à avoir été touché par une suite d'accidents climatiques qui nous donne une des plus mauvaises récoltes de notre histoire. Et donc, les agriculteurs et les céréaliculteurs français aujourd'hui sont touchés par une double peine, la baisse de leur production et la baisse des prix, car pour le reste, et ça c'est valable pratiquement pour l'ensemble des grandes productions agricoles, 2024 et même le début de 2025, d'un point de vue agronomique et climatique, c'est presque parfait. El Niño, oublié. Il y a un petit phénomène La Niña qui commence à jouer, mais c'est pas énorme. Les récoltes de l'hémisphère sud sont excellentes, en particulier l'Australie, mais l'Argentine aussi. Le Brésil bat des records, qu'il s'agisse de maïs et surtout de soja. Et la Chine même, et ça c'est un élément important, la Chine est devenue à d'excellentes récoltes. Le Premier ministre a annoncé hier un objectif de production de 700 millions de tonnes de céréales. Alors toutes céréales confondues, en incluant le riz bien entendu. Mais le résultat, c'est que, vous voyez, la hausse des prix que vous voyez là, alors je montre avec mon doigt, mais la hausse des prix que vous voyez là, si vous regardez bien, elle commence en 2021, avant
2022. Jusque-là, je pense que vous pouvez me suivre. Ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Bien, en 2021, on a découvert que la Chine devenait le premier importateur mondial de céréales. En 2021, sur la campagne 2021-2022, la Chine importe 50 millions de tonnes de céréales. C'est un chiffre qui, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, les plus anciens, se souviennent peut-être de l'embargo américain sur les livraisons de céréales à l'Union soviétique du 4 janvier 1980. Et à l'époque, un truc qui s'appelait l'URSS, il paraît que ça a disparu, l'URSS était le premier importateur mondial de céréales avec 50 millions de tonnes, exactement le même chiffre. Donc il y a un parallèle amusant, et la Chine est montée encore un peu plus haut, puisque sur la campagne 2023-2024, la Chine a importé 60 millions de tonnes de céréales. Alors, maïs, surtout du maïs, du sorgho, de l'orge de brasserie en particulier. Je vous rappelle que c'est le premier producteur mondial et consommateur de bière, mais aussi du blé. Cette année, campagne 2024-2025, les importations chinoises sont évaluées pour l'instant à une trentaine de millions de tonnes. La moitié moins. Ben, la moitié moins, c'est quelque chose qui va peser très lourd sur les bilans mondiaux et qui explique que ce soit le prix du blé, que ce soit ici le prix même du soja, je ne vous ai pas mis le maïs ici, puisse se retrouver à des niveaux extrêmement déprimés. Alors, sur le soja, excellente récolte aux États-Unis, surtout au Brésil. Et puis, là, la cotation, c'est une cotation au dollar le boisseau à Chicago, peut-être plus sensible à la conjoncture américaine. Et que font les Chinois aujourd'hui? Ils ont, l'année dernière, importé plus d'une centaine de millions de tonnes de soja. Mais là-dessus, alors qu'autrefois, ils se fournissaient en priorité aux États-Unis, aujourd'hui, 3/4 de leurs importations de soja viennent du Brésil. Et le Brésil agricole est pratiquement devenu, de ce point de vue-là, une annexe de la Chine. On peut toujours hurler sur l'accord UE-Mercosur, mais objectivement, le Brésil regarde beaucoup plus la situation en Chine qu'il ne regarde la situation et les débouchés en Europe. Le Brésil, c'est le premier exportateur mondial de viande, et là aussi, le Brésil domine les exportations, notamment de viande bovine, Jean-Paul me le confirmerait, sur la Chine. Donc, on s'est trouvé, alors là, je vous ai montré le blé, le soja, on s'est trouvé dans j'aurais pu vous montrer le maïs, on s'est trouvé dans une situation où l'ensemble globalement des marchés des grains se sont retombés, et le soufflet qui avait été provoqué à la fois par les achats chinois et par la mauvaise conjoncture climatique, ce soufflet est largement retombé et a priori risque de le rester pour un certain temps. On pourrait rajouter d'ailleurs, parce que c'est important, je ne sais pas si certains d'entre vous sont amenés à importer du riz par exemple, le marché du riz a été très particulier cette année parce que il y avait des élections en Inde. Et l'Inde, c'est le premier exportateur mondial de riz. Ça, on l'a oublié. À la différence de la Chine, qui est un importateur qui n'atteindra jamais son autosuffisance alimentaire, c'est fini. Par contre, l'Inde, à la fois, a une politique agricole, a une politique alimentaire, et l'Inde est un exportateur de riz, un peu exportateur de blé, un exportateur éventuel de sucre, etc. Et sur le riz, pour maintenir les prix alimentaires indiens à des niveaux supportables par les électeurs au moment des élections de 2024, eh bien, le gouvernement Modi avait décrété un embargo à l'exportation. Embargo à l'exportation qui a provoqué une hausse des prix. L'embargo est terminé depuis le mois de septembre, et depuis le mois de septembre, les prix de la tonne de riz ont diminué de 100 ou 150 $. Alors, dans cet ensemble, d'ailleurs, des grains, au sens des grains américains, il y a quand même une
petite subtilité qu'il faut mentionner, c'est le cas des huiles. C'est le cas des huiles, alors non pointant de l'huile de soja, que surtout de l'huile de palme. L'huile de palme, vous voyez la hausse des prix en 2024, et là, on touche une dimension qu'on va retrouver d'ailleurs aussi pour le sucre, c'est l'impact que peuvent avoir les utilisations énergétiques d'un certain nombre de productions agricoles. Pourquoi est-ce que l'huile de palme augmente? C'est qu'en Indonésie, ils ont décidé de passer du B35 au B40. C'est-à-dire du biodiesel à 35% d'huile de palme au biodiesel à 40% d'huile de palme. Sachant qu'ils ont aussi mis sous contrôle des exportations de certaines huiles qui étaient présentées comme des huiles de friture usagées et qui étaient en fait de la réutilisation d'huile de palme, le résultat, le disponible indonésien, qui est le premier producteur mondial, a diminué et ça a tiré vers le haut toutes les autres huiles, y compris d'ailleurs, pour nous autres, d'une manière un peu plus modérée, les huiles de colza et de tournesol. Je vous signale par ailleurs que la grande crise sur l'huile d'olive qui avait marqué ces 2-3 dernières années semble quand même à peu près terminée avec un retour en production très net de l'Espagne. Je vous ai parlé de l'utilisation énergétique. Il y a un produit où ça joue aussi, c'est bien entendu le sucre. Le sucre, alors, qui vous le voyez, le prix, ça peut vous paraître extraordinaire. Le prix du sucre reste quand même relativement rémunérateur. On est à 17 ou 18 cents la livre. C'est à ce prix-là, les betteraviers français passent. Bon, on a connu des périodes meilleures, mais on a connu des périodes bien pire. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces tensions sur le sucre? C'est que l'Inde, de ce point de vue-là, eh bien, le gouvernement Modi fait des efforts pour la production d'éthanol. Et donc, il y a plus de canne à sucre consacrée à la production d'éthanol qu'il n'y en avait par le passé. Cela diminue l'excédent éventuellement exportable par l'Inde. Et ça explique la relativement bonne tenue des cours. Voilà un petit peu, alors j'aurais pu vous parler, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Bon, sur les produits animaux, on a eu en particulier, du fait de modifications, y compris dans le cheptel néo-zélandais, une diminution de la production de beurre, du disponible de beurre, au moment où les Américains découvrent que c'est bon pour la santé. Et donc, on a connu une flambée des prix du beurre, alors que le prix de la poudre est resté à peu près stable, et aux États-Unis, en tout cas, une flambée des prix de la viande bovine, mais grossièrement, les prix de la viande bovine, il n'y a pas vraiment de prix mondial en tant que tel de la viande bovine, mais il reste relativement rémunérateur, en particulier en France. Voilà. Alors j'aurais pu vous mentionner, pour terminer simplement, le petit déjeuner, où vous prenez votre café, votre chocolat, et éventuellement un verre de jus d'orange. Bah oui, ça va coûter de plus en plus cher, ça aussi, le jus d'orange. C'est très poétique, vous savez, l'agriculture. La grande maladie qui nous fait un problème pour le cacao, c'est la maladie dite du balai de sorcière. Eh bien, pour les orangers, c'est celle du dragon jaune ou dragon bleu, je me souviens plus exactement, qui a pratiquement éradiqué la production d'orangers en Floride et qui commence, cher ami, à s'attaquer aux orangers brésiliens, puisque c'est le Brésil qui est actuellement le premier fournisseur mondial de jus d'orange congelé. Alors un mot maintenant, on a fait l'agriculture, un mot maintenant de l'énergie. Alors sur l'énergie, les tensions ne sont pas là où on s'y attendait. C'est vrai que le prix du pétrole est resté, est-ce qu'on peut dire stable? Je dirais qu'il a peu évolué. L'année dernière, on s'est baladé entre 70 et 80 $ le baril de Brent. Plutôt à la baisse pour une raison essentielle. C'est que la demande mondiale de pétrole, il y a tout un débat et qui touche bien entendu toutes les questions de transition énergétique, pour savoir quand va avoir lieu le peak oil, ce moment où le monde atteindra son maximum de consommation de pétrole.
Certains pensent que ça peut se faire d'ici la fin de la décennie. Les producteurs plus optimistes essaient d'imaginer que ce sera vers 2040. Ce qui est clair en tout cas, c'est que la Chine elle-même, premier importateur mondial de pétrole, n'est pas loin du peak oil. Ils ont déjà passé le pic essence. Et oui, parce qu'ils ont des véhicules électriques. Alors, c'est pas forcément très bon pour le climat, parce que les véhicules électriques chinois, ils fonctionnent à l'électricité. Mais 70% de l'électricité chinoise, c'est des centrales thermiques au charbon. Donc vous voyez que finalement, entre le charbon et le pétrole, Carib décide là, je vous laisse le loisir de choisir. Mais globalement, et c'est bien pour ça, la demande chinoise a diminué. D'habitude, la Chine augmentait sa demande pratiquement d'1 million de barils jour par an. Là, ils sont passés à 100 000 barils jour. Le marché mondial du pétrole, c'est 104 millions de barils jour. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Et donc, malgré toutes les capacités de production que l'OPEP+, c'est-à-dire les pays de l'OPEP, plus la Russie et ses alliés, avaient mis de côté, le marché est resté à peine péniblement au-dessus de 70 $ le baril. Là, vous avez vu, hier, l'OPEP a décidé de libérer quelques quotas de production en jouant sur la reprise de la demande. C'est dubitatif. Je suis dubitatif et vous le verrez, je suis plutôt dans l'échelle basse sur les prévisions du pétrole. Mais je dirais pratiquement cette année, c'est pas le pétrole qui a été important, notamment pour nous, c'est ce graphique-là, c'est le gaz naturel. Et pour tous ceux d'entre vous qui ont éventuellement des matières premières agricoles à acheter, mais qui ont aussi une facture énergétique à payer, le prix du gaz, il est fondamental, puisque le prix du gaz, et vous verrez le graphique suivant, le prix du gaz, il commande et il a une influence directe sur le prix de l'électricité. Alors, vous voyez, le début de mon graphique, ça c'est le temps heureux. Là, c'est une cotation qui est la cotation en euros le mégawattheure. Et vous voyez qu'on se baladait entre, entre 10 et 20 euros le mégawattheure. De temps en temps, il y avait un accident, mais ça ne durait pas. Et puis soudain, alors là, 2022, alors ça commence en 2021, un hiver difficile. Et par ailleurs, et ça c'est une chose importante, une panne de vent en Europe du Nord. Et une panne de vent, ça veut dire que les éoliennes ne tournent plus. Ça veut donc dire qu'il y a moins d'énergie renouvelable. Ça veut donc dire qu'il faut tirer sur le gaz pour maintenir la production d'électricité. Donc vous voyez, le prix monte en 2021. On passe pour la première fois, avant même l'invasion, on avait passé la barre des 100 euros le mégawattheure. Et vous voyez qu'on est monté à certains moments, alors là, assez logiquement, 2022-2023, à 300 euros le mégawattheure. Depuis, on est presque revenu à la normale. Mais regardez le courant de 2024. On a démarré aux alentours de un peu moins 27 euros le mégawattheure. Et là, début février, on était à 57 euros le mégawattheure. Pourquoi? Tout simplement parce que on s'en est sorti. On a trouvé d'autres sources de gaz. Le gaz importé par gazoduc de Russie, il continue à arriver en Europe, mais bien moins. Nord Stream ne fonctionne plus. Donc il y a un peu qui passe par l'Ukraine, qui ne passe plus depuis le 1er janvier. Il y a le Turk Stream qui vient d'Azerbaïdjan et qui passe par le sud, qui arrive à éviter... qui passe par la Turquie et donc qui arrive à éviter l'ex-URSS. Mais pour le reste, qu'est-ce que nous importons? Nous importons du gaz naturel liquéfié. Merci les États-Unis. Le problème, c'est que sur les gaz naturels liquéfiés, on est en concurrence avec d'autres besoins, notamment les besoins asiatiques et notamment les besoins de la Chine. Le résultat, oui, moi je vais essayer, ouais.
Ils sont en train de me dire qu'il va falloir que j'accélère. Les besoins asiatiques, les besoins de la Chine, et le résultat, eh bien, nous avons des tensions. Alors, il n'y a pas de marché mondial du gaz gazeux, il y a un marché mondial du gaz naturel liquéfié, et les prix sont quand même considérablement augmenté. Donc, pour ceux d'entre vous qui vont renégocier avec leurs fournisseurs préférés d'énergie leur prix du gaz dans les semaines à venir, c'est pas forcément génial. On n'est pas dans les meilleures positions pour le faire. Ceci ayant des conséquences, bien entendu, sur le prix de votre électricité. Car si vous regardez le prix de l'électricité, ben, vous voyez, alors, c'est pas... on retrouve la même chose. Pendant longtemps, là, j'aurais pu commencer avant, la vie était tranquille, 50 € le mégawattheure, et puis tranquille. Et là, vous voyez, alors à certains moments, il y a même eu des moments, des instants, où on a dépassé les 1000 € le mégawattheure. Certains moments de pointe. Hein. Et vous voyez, on était retombé. Et là, eh ben, on remonte et on est actuellement plutôt au-dessus de 100 € le mégawattheure. Alors ça, c'est le marché de gros européen. Mais bien entendu, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas aux tarifs régulés comme le consommateur lambda, les... Ben, vous penserez y aller. Hein. Alors, voilà ce qu'il en est un petit peu de la situation sur les marchés de l'énergie. Je vous passe les métaux, même si la plupart d'entre vous, s'ils sont des fabricants, en utilisent. Je me contenterai simplement de vous montrer le prix du métal, pour moi, le plus stratégique du XXIe siècle, celui qui est incontournable dans la transition énergétique. Le lithium, le cobalt, on peut s'en passer. Les terres rares, il y a beaucoup de pipeaux là-dedans. Ça, je pourrais vous en parler beaucoup plus longuement. Mais par contre, le cuivre, il est incontournable. Et on sait qu'avec le développement de la transition énergétique, vous serez de plus en plus des consommateurs de cuivre. On peut le récupérer, bien entendu, mais on aura toujours besoin de nouvelles mines. Les projets miniers sont de plus en plus chers, sont de plus en plus longs à monter. C'est pour ça que l'histoire du pacte signé, que n'ont pas signé Zelensky et Trump, me faisait un peu rire. Le temps de la mine est un temps long. Entre le moment où vous prenez votre bêche et vous commencez à creuser, et le moment où votre projet minier est en pleine production, il se passe 15 à 20 ans. Et donc, entre-temps, nous allons probablement vers des tensions extrêmement importantes dans ce domaine-là. Voilà où nous en sommes. Merci. Obrigado. Alors, juste maintenant, passons aux perspectives. Alors là, ce que vous avez là, je pense d'ailleurs que, je vois qu'il y en a qui prennent en photo, je pense que les organisateurs pourront vous donner ma présentation. Ça vaut ce que ça vaut. L'économie n'est pas une science exacte. Et on ne va pas se battre au chiffre après la virgule. Un de mes très vieux maîtres, qui était un des grands économistes de l'après-Seconde Guerre mondiale, Oscar Morgenstern, avait écrit un livre qui s'appelle « Précision et incertitude des données économiques ». Nous sommes précis, mais dans l'incertain. Donc gardez les grandes idées. Les grandes idées, c'est que les États-Unis, en 2025, vont tirer le monde, que l'Europe aura... Ce ne sera pas très bien. Je ne suis pas d'un optimisme délirant pour la France, comme vous le voyez. La Chine, ça vaut ce que ça vaut. Et par contre, je continue à penser que le dollar va rester fort. Maintenant, là-dedans, je suis quand même obligé de parler de ce qui se passe à Washington. C'est-à-dire la grande inconnue trumpienne. Et le drame avec Trump, c'est qu'il dit une chose... qui peut remettre en cause le lendemain. Il est clair que nous allons vers un temps de guerre commerciale. Mais regardez, par exemple, Canada et Mexique. Il annonce fin janvier, je mets en place des tarifs de 25% sur le Canada et le Mexique.
Trudeau et Sheinbaum râlent, disent oh oui, on va mettre un peu plus de troupes sur la frontière. Le résultat, ils repoussent d'un mois. Et on pouvait se dire, bon, bah ça y est, il va passer ça en pertes et profits. Non, un mois plus tard, effectivement, les tarifs de 25% semblent être opérationnels depuis hier. Est-ce que ça va durer? Comment est-ce que ça va être vécu? Rendez-vous compte ce que ça représente. Un détail, l'essentiel de la consommation d'avocats, le fruit, hein, la consommation d'avocats aux États-Unis, il vient du Mexique. Une bonne partie du bois de construction utilisé dans l'immobilier américain, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, les maisons sont des maisons en bois. C'est du lumber et ça vient du Canada. Donc imaginez toutes les conséquences que ça va avoir. Il y avait un graphique extraordinaire dans le Financial Times de ce matin où il montrait une Chevrolet et montrant que cette Chevrolet avait la moitié de sa fabrication qui se situait au Mexique et un quart au Canada. Comment est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va durer? On n'en sait rien. Donc Canada et Mexique, c'est déjà un problème. La Chine... Alors la Chine, ils avaient eu droit au premier tour à 10%, ils ont eu droit hier à 10% de plus. Ça fait 20%. La Chine a commencé à mettre en place des rétorsions. Et ces rétorsions vont toucher très probablement ce que la Chine peut toucher comme importation, c'est-à-dire les produits alimentaires. Sachant qu'ils avaient déjà fortement réorienté leurs importations, notamment en provenance d'Amérique latine, mais aussi d'Australie. La France en avait énormément profité. Les Australiens avaient eu le malheur de dire aux Chinois, dites-moi, c'est quand même vous qui avez provoqué le Covid, avec ce qui s'était passé à Wuhan. Le résultat, les Chinois avaient décidé de boycotter un certain nombre de produits australiens, notamment l'orge, le vin aussi, et on en avait largement profité. L'exportation d'orge française sur l'Australie, sur la Chine, avait considérablement augmenté. Actuellement, elles se réduisent, puisque les Australiens ont trouvé une sorte de modus vivendi avec la Chine. Du côté européen, bah oui, on va être touché, c'est évident. Et n'oubliez pas que ce que fait actuellement Trump, c'est en train... Alors, ça va se mettre en place normalement au début avril. C'est un accord sur les... Enfin, c'est une décision de tarifs douaniers sur la base de la réciprocité. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se taper 17 000 lignes tarifaires avec 180 pays pour analyser l'ensemble des taxes produit par produit dont sont victimes les produits américains par rapport aux exportations de ces pays vers les États-Unis. Et il est clair d'une chose, c'est qu'effectivement, les États-Unis avaient les tarifs douaniers parmi les plus faibles du monde. Donc, assez logiquement, il faut s'attendre à quelque chose qui va à l'encontre d'ailleurs du principe fondateur de l'Organisation mondiale du commerce, du GATT, c'est-à-dire le principe de la nation la plus favorisée. Donc nous allons au-devant d'événements que nous ne maîtrisons absolument pas. Et je vous fais grâce de la dimension géopolitique. S'il y a un cessez-le-feu, s'il y a une trêve en Ukraine, qu'en sera-t-il des sanctions pesant sur la Russie, pesant sur les exportations russes de pétrole, de gaz? Aujourd'hui, et c'était les dernières décisions de l'administration Biden, elle avait décidé de sanctionner tous les navires de ce qu'on appelle la flotte grise, près de 200 tankers qui sortaient du pétrole russe, qui étaient achetés par les raffineurs indiens et chinois. Ces navires, aujourd'hui, ne peuvent pratiquement plus opérer à l'échelle de la planète. Et donc, il est clair que c'est un élément qui avait soutenu un petit peu les prix du pétrole. Est-ce que ces sanctions vont être levées ? Dans quel délai? Finalement, nous sommes là dans des zones grises assez difficiles à suivre. Ce qui est clair, c'est que, et là, c'est assez évident, sur les questions de climat
d'environnement. Les États-Unis font du rétropédalage total, sortis de l'accord de Paris. Ils ont mis à la tête de l'Agence américaine de l'environnement un climato-sceptique, etc. Donc, de ce point de vue-là, il faut s'attendre au pire. Et vous avez remarqué d'ailleurs que l'on est en train, à peu près partout, de démanteler tous les efforts, parfois excessifs, mais souvent louables quand même, qui avaient été mis en place, en particulier sur les questions environnementales. Drill, baby drill, ça n'aura pas forcément des conséquences énormes, parce que paradoxalement, sous Biden, déjà les États-Unis battaient des records de production de pétrole, de gaz, et les États-Unis vont continuer probablement à rester, par exemple, le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Mais il y a tant d'inconnus, finalement, dans ce que fait Trump, que les prévisions que je vous ai données, en particulier en ce qui concerne les États-Unis, sont susceptibles de modifications relativement radicales. Alors, qu'en sera-t-il sur les marchés? Il faut quand même que je me mouille un petit peu. Donc, qu'en sera-t-il sur les marchés? Qu'est-ce qu'on peut attendre en 2025 sur les marchés? Première hypothèse, et ça j'aurais tendance à la défendre mordicus, le dollar va rester fort. Et comme finalement, la seule mesure du dollar sur un marché, c'est l'euro, aujourd'hui, puisque c'est la deuxième devise de la planète, eh ben, ça veut dire que l'euro va rester faible. Sur l'énergie, ma vision est que le prix du pétrole devrait baisser. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand vous partirez en vacances cet été, vous penserez à moi et je vous autorise à m'envoyer un mail d'insulte si vous payez, même sur l'autoroute, plus de 2 € le litre. Alors vous me direz, actuellement, il y a des stations où on est au-dessus de 2 € le litre pour le samplon 95, mais j'aurais tendance à penser que ça restera quand même exceptionnel. Je suis plutôt baissier sur le pétrole. La moyenne des prévisions aujourd'hui se balade à 74 $ le baril sur 2025. La prévision de Cyclope est à 70. Donc on est un petit peu déviant. Par contre, attendez-vous à des tensions sur le gaz naturel, du moins à situation géopolitique du moment. Il n'est pas exclu que s'il y a un accord de cessez-le-feu, les Ukrainiens lâchent sur le transit du gaz russe par l'Ukraine. Ce qui, à ce moment-là, aurait probablement une implication à la baisse pour les prix européens. Et n'oubliez pas que quand je parle de gaz en Europe, je parle de facto aussi d'électricité. Sur les produits agricoles. Alors, prenez mes prévisions avec des pincettes, parce que ça fait 6 mois au moins, et même plus, que je dis que les prix du cacao sont irréalistes et qu'ils vont finir par baisser. Et ça fait 6 mois que ça ne baisse pas. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être inquiétants, sur le cacao en particulier, qui est une maladie qui semble avoir infecté de manière assez durable la plupart des cacaoyères d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire et Ghana pour l'essentiel, et qui pourrait avoir des conséquences en termes de production. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on rentre dans une situation de marché où le marché soit structurellement déficitaire. Est-ce que la consommation va s'adapter ? Je sais qu'il y en a certains qui commencent à se dire, mais au fond, on pourrait faire du chocolat sans cacao. Why not? Mais bon. Sur le café, par contre, les premières prévisions sur la campagne à venir 2025-2026, on retourne aux excédents, donc il devrait y avoir un retour un peu à la normale. Il n'y en aura pas pour le jus d'orange, par contre. Donc, malgré tout, on devrait connaître quand même une petite fin de folie pour les produits tropicaux. Par contre, sur les grains, la stagnation et la diminution même des achats chinois devraient avoir des conséquences en termes de prix. J'aurais tendance à penser que pour prendre un
un indicateur. Le blé en France restera peut-être un peu au-dessus de 200 € la tonne, mais ne rêvons pas, on ne reviendra pas au niveau un petit peu excessif d'ailleurs, de 2022-2023. La seule inconnue, bah là aussi j'ai des inconnues géopolitiques, j'ai des inconnues trumpiennes, j'ai des inconnues climatiques. La seule inconnue, c'est bien entendu le climat. Est-ce que le phénomène La Niña va monter en amplitude, La Niña étant l'inverse du Niño? On le verra. Sur les métaux, alors c'est les métaux peut-être plus que l'agriculture qui seront un peu intéresser les fabricants parmi vous. C'est les métaux qui risquent d'être en première ligne sur les sanctions commerciales. On l'a vu pour l'acier, pour l'aluminium. Trump est en train de parler même du cuivre. Et ce sera aussi le cas pour tous les petits métaux, ce qu'on appelle les métaux stratégiques. Alors, je vous montre juste ce que ça donne dans nos prévisions. Alors, oubliez le gaz naturel en Europe, aux États-Unis, parce que ça, c'est un marché totalement isolé. Mais pour le reste, vous voyez qu'on a quelques hausses de prix. Et puis, on a quand même toujours moyenne 2025 par rapport à moyenne 2024. Ben, on aurait quand même une baisse de notre indicateur qui serait presque à l'équilibre, hors métaux précieux et pétrole. Voilà, j'en ai à peu près terminé. J'ai été trop long, bien entendu. J'aime bien terminer par une citation. Et celle-ci, je la trouve particulièrement goûteuse à l'heure actuelle. C'est dans cette pièce de Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu, qu'il avait présentée en 1935. Andromaque demande à Cassandre, enfin Cassandre, ça ne te dérange pas de ne voir ni de prévoir que l'effroyable? Et voilà ce que Cassandre répond: je ne vois rien, Andromaque, je ne prévois rien. Ça, c'est l'économiste qui parle. Je tiens seulement compte de deux bêtises, celle des hommes et celle des éléments. On pourrait rajouter peut-être, en ce qui concerne la situation du moment, celle de la Maison-Blanche. Je vous remercie pour votre attention.